maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. La libre antenne est un espace de liberté totale, d'expression, et comme je le dis souvent, vous êtes là en tout anonymat, puisque de toute façon, vous ne voyez que moi. Il est là, c'est Pascal Fechner qui est avec nous. Salut Pascal. Salut Bob. Ravi de te retrouver mon Pascal ce soir pour évoquer l'actualité UFO. Je rappelle que tu es à la tête du Maybe Planet et que tu scrutes toutes les informations qui pourraient nous intéresser du côté des ovnis. Alors, une information, en tout cas une actualité riche. Hein. Quand tu m'as envoyé les news, j'ai pas été déçu. Et je voudrais revenir sur une information que j'avais vue, que beaucoup, d'ailleurs, je voudrais remercier beaucoup d'auditeurs de Marseille, de la région, du sud de la France, qui m'ont envoyé une information de la Provence, je crois, qui relatait du côté de Martigues un événement assez étrange. C'est ça ? Alors effectivement, c'est Jocelyne, une habitante de Martigues, qui dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 va se lever à 2h30 du matin et va voir un phénomène qu'elle ne va pas réussir à identifier. Donc elle va appeler la Provence. Donc pour elle, ça l'a quand même marqué, hein, parce que pour appeler le journal, il faut quand même que ce soit un événement qu'on trouve d'importance. Et elle va expliquer ce qu'elle a vu aux journalistes de façon assez précise. Elle a regardé ce phénomène pendant une demi-heure. Elle a dit que c'était plus gros qu'un avion et que ça faisait des mouvements cycliques. Bizarre. 4 lumières et qui avaient des mouvements cycliques qui revenaient de façon récurrente. Donc nous, ce qu'on a fait, bien sûr, parce que nous aussi, on a été avertis par des lecteurs de la Provence, de Martigues et de la région. Donc on a fait une petite investigation et très honnêtement, on pense qu'on a la solution, puisque déjà certains lecteurs l'avaient annoncé. C'est très probablement le projecteur d'une boîte de nuit. On a même identifié la boîte de nuit, on l'a même appelée, elle nous a confirmé que le projecteur était bien allumé cette nuit-là. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a appelé la Provence parce que l'article était un peu moqueur quand même. Hein. Ah oui. On va dire les choses. Je l'ai lu, l'article, là, effectivement. Voilà. Donc, voilà. C'était pas méchant, mais il était légèrement moqueur. On a appelé le journaliste pour lui dire qu'on avait un début d'explication, que ce serait bien de pouvoir compléter son article. S'en fout. Écoute, aujourd'hui, c'est toujours pas fait. Donc, on va suivre l'affaire parce que c'est bien de faire des articles comme ça, un petit peu putaclic, comme je dis. Mais enfin, quand on a un début d'explication, c'est bien d'apporter aussi mais quand même. Alors, je vais te dire une chose. Je veux pas fustiger la Provence, mais je le fustige en ce moment l'information. Quand tu regardes les chaînes d'infos, c'est-à-dire qu'on balance et on met en pâture quelqu'un. Et puis, quand on s'aperçoit qu'il est pas coupable ou qu'on a trouvé la solution, on n'en parle pas. Ou alors, il y a un entrefilé tout fin écrit avec des fautes d'orthographe dans les synthés des chaînes d'infos. Donc, je peux comprendre un peu cet agacement. En tout cas, mon Pascal, on va revenir sur ça, sur un symposium qui a eu lieu. On en parle assez souvent parce que ça n'arrête pas autour de ce symposium. Il y avait 2200 personnes du côté de Limoges sur la Confédération Galactique, c'est ça ? Alors, ce qui se passe, on savait qu'il y avait 2200 personnes, on savait qui était invité à cette conférence et on avait une idée quand même de ce qui avait été dit dedans. Pas de surprise, et encore une fois, on est en France, hein, donc liberté d'expression. Simplement, là, ce qui est intéressant, c'est un YouTuber qui s'appelle Babor l'éléphant, qui a l'habitude de faire des documentaires et du travail de fond, et bien qui a complètement noyauté, hein, on va dire le coup, l'association Alliance Céleste en se faisant passer pour un bénévole. Et il a eu l'autorisation de filmer à l'intérieur, sauf qu'Alliance Céleste pensait que c'était quelqu'un de leur équipe qui filmait, et non pas quelqu'un qui allait faire un documentaire dessus. Donc voilà, il nous a livré son documentaire sur YouTube, il est en accès libre, vous pouvez le regarder. Bon, c'est intéressant, je trouve. Voilà. En tout cas, moi, j'ai regardé, pour tout te dire, j'ai regardé des bouts du documentaire, et j'ai vu juste l'introduction de ce symposium, et là, je me suis dit, nom de Dieu, alors, sans vouloir blasphémer, faire parler des extraterrestres, je suis machin de la planète, machin, enfin... Voilà. Alors, après, Jean-Michel Raoux, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, il s'est dit, c'est du divertissement. Je veux bien le bénéfice du doute, tu vois ce que je veux dire? C'est pas clair, mais dans tous les cas, voilà, moi, autant la Confédération Galactique, il m'arrive de l'aborder sur BTLV, hein, parce que je me dis,
possible, why not? Mais n'allons pas trop vite en besogne quand même. C'est juste ça, et ne faisons pas croire et prendre des vessies pour les lanternes. Voilà. Donc, Bob, je veux pas être méchant, mais il me faisait plus penser à un garagiste quand même qu'à quelqu'un qui allait nous faire rentrer en contact avec les extraterrestres avec sa jolie combi. Mais voilà. Oui, mais en même temps, quand tu vois le documentaire de Raël sur Netflix, tu te dis que c'est pas mieux, et qu'avec le charisme d'une huître, celui de Raël, il a réussi quand même à avoir des milliers et des milliers d'adeptes et beaucoup d'argent, un peu plus que nous n'en avons. Donc on se dit que le mec est peut-être un peu malin. Bon, autre chose, on va parler d'un article qu'on a évoqué d'ailleurs, qu'on a posté sur btlv.fr et qui revient sur une observation d'OVNI à New York. Alors là, pour tout vous dire, c'est l'image qui a été filmée par voilà, quelqu'un qui était en vol dans un avion, et elle est décomposée, hein, cette image. Hein. Voilà, là on va être clair. Attention, c'est pas une armada. C'est ça. Voilà, c'est pas 5 objets qui ont été filmés, c'est le fragment par fragment ce qu'on voit, hein, puisque c'est une vidéo qui a été prise d'un avion qui est en vol. Hein, donc il faut bien comprendre que très concrètement, il est possible que cet objet qui est réel, hein, là-dessus, il n'y a pas de problématique, c'est pas un fake. En fait, il est tout à fait possible que ce ne soit pas cet objet qui évolue, mais l'avion qui avance. Donc, comme il avance assez vite, l'objet semble passer assez vite. Alors, bon, c'est News Nation qui a sorti l'info. Bon, alors ok, c'est pas un drone, c'est pas un autre avion. Là-dessus, on est d'accord. On a des recherches principalement menées par Mick West qui évoquent la possibilité d'un ballon hélium qui soit dans le ciel de New York. Ça, c'est tout à fait possible, avec des calculs qui ont été faits par rapport aux différents objets qu'on voyait, principalement le pont qui était à terre, lui. Donc voilà, il est possible que ce soit qu'un simple ballon, parce qu'on va être clair, cet objet, l'image ne fait rien d'exceptionnel non plus, si ce n'est apparaître à l'écran. Hein, voilà. Donc, alors, juste, on a posté l'article, bien sûr, on a relayé l'information, et il y a la vidéo. Hein. Alors, on ne peut pas la passer, nous, quand on est en direct pour des questions de droit, mais dans tous les cas, l'article est sur btlv.fr et vous avez la vidéo en entier. Mais ça me fait penser, tu sais, j'ai reçu une news aujourd'hui également sur un ovni en Italie, et ça m'a fait penser, regarde, tu vois l'objet, on a presque la sensation que c'est le même, et ça c'était en Italie, au-dessus d'un toit d'une maison, tu vois, donc ça, on a ces objets sombres, on peut tout imaginer avec ces objets de toute façon. Ouais, tout est là, après il faut contextualiser. Vas-y. Toutes mes excuses, on veut me faire taire, on m'envoie du poivre dessus. Il faut contextualiser, il faut voir s'il n'y a pas des témoignages complémentaires. Moi, je me rappelle une vidéo comme ça où c'était un gars qui manifestement avait lancé un aimant et puis avait photographié et ça faisait un superbe ovni. Bon, voilà. Donc, ovni, c'est objet volant non identifié, mais ça ne veut pas dire extraterrestre immédiatement. Bon, une chose est sûre, l'actualité ne s'arrête pas à cela, elle continue. La preuve, on va revenir sur un fait historique que je devais aborder ici dans une émission, et elle n'a été que remise avec je ne sais plus qui, l'Italien que tu connais, que j'ai déjà reçu. Eduardo Russo. Voilà, que j'ai déjà reçu. Et voilà. Et en fait, on s'aperçoit et on a su que Mussolini avait mandaté certaines personnalités comme Marconi, à qui l'on doit la radio, et Enrico Fermi, à qui l'on doit le paradoxe de Fermi. Voilà, de chercher, en fait, il leur avait demandé de créer un bureau pour l'étude des ovnis, en fait, c'est ça. Alors, deux choses. Le RS-33, Registro Secreti 33. Ouais. Pourquoi 33? Parce que c'est en 33 qu'il y aurait eu un crash à Magenta, mais on va être clair, ce RS-33, aucun historien sérieux italien n'y prête crédit aujourd'hui. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a eu une académie, une sorte d'académie scientifique qui a été créée sous Mussolini, mais on va être clair, c'était un peu comme a fait le parti nazi. Si tu adhérais à cette académie, c'était bien, tu continuais à avoir tes subsides pour faire tes études. Si tu n'y adhérais pas, eh bien, ça veut dire que tu ne sympathisais pas à la cause fasciste, donc tes subventions, tu pouvais t'asseoir dessus, voire pire. Ouais, c'était une période un peu trouble, dirons-nous. Très trouble quand même. Hein. Donc on sait que Marconi en était le responsable, le président, parce que c'était le plus vieux scientifique. Et Fermi en a été aussi responsable. Maintenant, ce qui pose problème, c'est un article qui a été sorti dans Oggi. Ils ont interviewé la fille de Marconi. Ou la petite fille? Non, la fille. Qui avait 7 ans quand Marconi est mort en 1937, donc elle a 94 ans. Donc dans cet article, elle confirme que son père est à la tête du RS-33 et qu'il avait Fermi sous ses ordres. Bon.
petite dame de 94 ans, on peut comprendre peut-être qu'elle mélange 2-3 petites choses. Alors par contre, ce qu'elle dit, c'est que son père croyait fermement aux extraterrestres, et ça, tout à fait possible. Voilà, maintenant, parce que la difficulté, ça voudrait dire que Fermi, s'il a été sous Marconi dans le RS-33, bah, ça veut dire qu'il l'aurait touché à la soucoupe de 1933. Bon, alors pourquoi, en 1947, va-t-il sortir son fameux paradoxe de Fermi? Mais où sont-ils tous donc, puisque manifestement, lui saurait, pour avoir travaillé sur du matos, que les extraterrestres seraient déjà là. Tu vois, voilà, c'est quand même assez trouble. Voilà, enfin, cette histoire italienne est quand même particulière. J'ai toujours du mal avec les gens qui vivent quelque chose et qui disent autre chose, parce que on se souvient quand même de ce fameux gouverneur américain à Phoenix en Arizona. Je te parle de ça parce que j'ai dîné avec le parrain de mon fils qui est américain et qui vit à Phoenix dimanche soir, et on a reparlé de cette histoire. Et effectivement, ce gouverneur américain qui avait dit, qui était venu en conférence de presse avec un alien pour démanteler tout cela, est revenu quelques années plus tard en disant finalement il s'est vraiment passé quelque chose d'extraordinaire. Alors peut-être que Fermi à l'époque avait eu la pression pour que dans les années 40 il fasse son paradoxe qui tient la route quand même, faut pas délirer, quand même. Le paradoxe de Fermi tient la route. Fermi est un grand scientifique. Maintenant, on va se le redire, le RS-33, pour les historiens italiens, c'est bullshit. Et la soucoupe de Magenta en 1933, qui aurait été transmise par Pie XII aux Américains une fois la guerre finie, on n'a pas le début d'une preuve, quoi. Enfin voilà, c'est quand même assez voilà. Mais Eduardo Russo t'en parlera bien mieux que moi, tu lui poseras la question. Et Eduardo a suivi l'affaire de très près, donc il te donnera sa conclusion et elle n'est pas piquée des hannetons. Alors, on revient sur l'ARO. Vous savez, c'est ce bureau qui a été, ce site qui a été fondé par le Pentagone et qui, donne beaucoup d'informations. Moi, je voudrais rappeler que vous allez trouver beaucoup de vidéos, beaucoup de choses sur ce site de l'ARO. J'ai jamais vu quelque chose aussi libre en termes d'informations. Après, il y a toujours, comme d'habitude, il faut avoir du discernement. Mais là, on parle d'un cas, c'est celui d'Eglin, c'est ça ? Ouais, le cas d'Eglin. Alors, le cas d'Eglin, on en a pris connaissance de façon un petit peu transversale. C'était lors de l'audition de Grusch, enfin de Frévor et de Graves aussi à l'époque, parce qu'il n'y avait pas que Grusch, le 23 juillet 2020, enfin l'année dernière, voilà, vous l'avez compris. 2023. Et 2023, c'est, voilà, je sais plus où on est. Et c'est le congressman Gaetz qui va mettre carrément les pieds dans le plat et qui va dire, moi je suis allé à Eglin, à la base aérienne d'Eglin, et j'ai eu accès à un cas et j'ai eu des informations classifiées. Il a commencé à balancer des choses qu'il n'aurait pas dû balancer en audience libre. Bon, je pense malgré tout que cette sortie qu'il a fait a obligé, on va dire les choses, l'ARO à communiquer, en tout cas à chercher et à communiquer. Donc l'ARO transmet son rapport d'enquête. Alors un rapport d'enquête qu'elle qualifie, elle dit qu'elle a une confiance modérée dans la conclusion qu'elle donne, donc ça veut dire qu'elle n'est pas sûre à 100%. Elle parlerait d'un ballon d'éclairage, donc elle donne des photos, elle a fait des tests. Voilà, un ballon d'éclairage, ça c'était la photo qui avait été prise non pas par les capteurs parce qu'ils étaient en panne, mais par l'appareil photo du pilote, si j'ai bien suivi l'affaire. Alors cet avion effectivement a eu des capteurs et des radars qui sont tombés en panne. Ce qui est intéressant, c'est le pilote français Ed Chuet, qui fait des bonnes vidéos, qui a fait une vidéo récemment sur ce cas et qui a expliqué qu'il était assez courant malgré tout, que des appareils dans les avions tombent en panne, en expliquant que le radar d'un avion, il était opérationnel à peu près 15% du temps. Bon, ça veut dire que ce sont des appareils qui sont quand même très sensibles et très fragiles. Voilà, donc on va être clair, bien sûr, les anti-Haro, les anti-Kirkpatrick sont tombés sur ce rapport à bras raccourcis. Voilà, on va être clair, je pense que l'après-Kirkpatrick pour la Haro va être extrêmement difficile. Et je souhaite vraiment du courage à la personne qui va passer derrière Kirkpatrick. Kirkpatrick qui justement vient d'être interviewé par Green Street. L'interview est sortie il y a quelques minutes et qui redonne son avis, à savoir que lui, il n'a rien trouvé d'extraterrestre et que ce n'est qu'un noyau de personnes, toujours les mêmes, qui auto-alimentent une espèce de théorie du complot. On va continuer à parler de la Haro et de David Grusch, parce que John Greenwald revient sur les communications entre la Haro justement et David Grusch depuis 2023. Bon, on commence à comprendre un peu plus ce qui s'est passé en fin d'année entre Grusch et la Haro, puisque Grusch avait dit « je n'ai pas eu de demande officielle ou de contact officiel avec la Haro ». En fait, c'est pas tout à fait ça. La Haro a contacté à plusieurs reprises David Grusch pour
lui donner la parole. Oui, on rappelle pour ceux qui nous découvrent que David Grusch est un ancien du renseignement et qu'il a dit que des objets auraient été récupérés, du matériel biologique également, par les Américains. Donc voilà, mais il n'y a pas de preuve de toute façon aujourd'hui, en tout cas, qui a été donnée. Lui, il rappelle qu'il a eu des gens qui lui ont dit que, c'est-à-dire qu'il n'a touché aucun document ou n'a vu aucun document concluant à ce niveau-là. Donc, l'ARO a bien pris contact avec David Grusch, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a même eu une réunion qui était prévue le 14 novembre, et puis le matin, l'ARO s'est trouvé Marie, et apparemment aussi la congresswoman Gillibrand, parce qu'il n'est pas venu. Il n'est pas venu, et après il leur a dit oui, mais parce que je suis pas sûr que vous pouvez entendre les informations que j'ai à vous donner. Donc grosso modo, je veux pas aller en prison en vous donnant des informations que je ne devrais pas vous donner. Il a eu quand même toutes les confirmations qu'il voulait. Voilà, donc c'est compliqué. On sent qu'il joue un petit peu quand même avec les classifications et autres pour dire je ne peux pas parler à l'ARO parce qu'ils n'ont pas les délégations pour écouter ce que j'ai à dire. Bon, c'est un peu facile, c'est un peu démontable, mais l'ARO a contacté Grusch. Et on sent que de toute façon, Grusch, dès cette époque, faisait partie de ce mouvement pour déglinguer Kirkpatrick, faut pas le dire autrement, et pour qu'ils s'en aillent, et ils ont réussi leur coup. On va continuer à parler de John Greenwald avec une réaction, celle de Chris Mullen, sur justement des documents dévoilés par John Greenwald. Ouais, alors Chris Mullen, c'est rigolo parce que ce qui s'est passé dans cet ensemble de documents FOIA, d'échanges entre l'ARO, Grusch, eh bien, il s'est retrouvé des communications signal entre Mullen et Kirkpatrick, Mullen jouant un petit peu le rôle d'entremetteur pour essayer de faciliter la discussion entre les deux hommes. Au départ, Mullen s'est un petit peu étonné que des communications signal fassent partie de la FOIA. Même Lou Elizondo a fait une sortie médiatique en sortant que c'était tout à fait anormal que des messages signal sortent. Alors bien sûr, les chroniqueurs UFO ont dit mais vous êtes marrant parce que vous voulez la transparence d'un côté mais pas de l'autre. Donc on sent quand même qu'il y a une petite opération de communication de Mullen qui a sorti lui-même d'autres messages signal qu'il avait eu alors avec un individu X, parce qu'il ne peut pas donner son identité pour la sécurité de la personne, et cette personne connaît des personnes qui savent que. Donc, grosso modo, on tourne en boucle, cette communication ne fait pas beaucoup avancer le débat, c'est un petit peu une opération de com de Mullen, en disant, vous voyez, moi je suis totalement transparent, je vous donne aussi les informations que j'ai. Voilà, bon, c'est un peu de la politique ufologique, mais ça ne fait pas avancer grand-chose. Bon, en tout cas, on s'aperçoit que le panier est rempli de plus en plus de crabes, c'est-à-dire que là, on a la sensation que quand même, il y a des pinces dans tous les sens et qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Je trouve ça dommage parce que ça nuit à l'ufologie et à la recherche du phénomène, quoi. Donc je trouve ça fou. Encore une fois, je pense que pour l'ARO, ça va être compliqué parce que parce qu'une partie de la communauté ufologique a décidé que c'était des menteurs et qu'ils dissimulaient les informations. Même en France, j'entends certaines personnes que j'estime de bonne qualité tenir des discours sur Kirkpatrick qui sont juste hallucinants. Donc voilà, là on a un clivage. Grusch a réussi son coup. Il y a un gros clivage maintenant en ufologie. Et à part de nous sortir une soucoupe volante du tiroir, ça va être compliqué de faire avancer les choses, quoi. Et en même temps, le mystère s'épaissit de plus en plus, qu'on a des gens qui détruisent des documents. Et donc, ça fait parler comme James Lacatski. Donc là aussi, c'est-à-dire que quand on voit ça, on se dit, mais voilà, comment voulez-vous finalement qu'on ait une étude du phénomène claire et précise, quoi ? C'est ça, c'est une catastrophe ce qui s'est passé puisqu'une partie des mails professionnels de James Lacatski a été détruite. Alors, c'est compliqué parce que il y a un processus de destruction des mails professionnels. Il était du renseignement lui aussi, je crois, c'est ça oui, complètement. Ça. Et concrètement, on peut le dire, c'était lui qui était à la tête de la ATIP quand la ATIP était officielle, avant qu'il soit dissous, c'est-à-dire à la période grosso modo 2007-2012. C'était le vrai patron d'ASWAP. Et c'est catastrophique que ces mails aient été détruits parce que d'une part, ça aurait permis de confirmer ou d'infirmer certaines choses qui ont été dites par rapport à la TIP, et puis d'autre part, effectivement, il semblerait que les délais n'aient pas été tout à fait respectés. Donc ça va encore créer des débats sans fin, parce qu'on va dire ils ont été détruits parce qu'on voulait cacher la vérité, d'autres qui vont dire ils ont été détruits parce que l'armée américaine est composée de brocs et qu'ils font n'importe quoi comme ils ont fait à Roswell, parce qu'on rappelle qu'à Roswell, les archives de 1947 ont été détruites, ce qui est arrivé souvent, mais ce qui a permis, je dirais, de dire tout et son contraire. Donc voilà, c'est catastrophique dans le sens où ça ne va pas faire avancer le schmilblick, ça rajoute une couche d'opacité.
a un dossier qui justement mériterait d'avoir un peu plus de transparence. Dernier sujet de cette revue de presse UFO, Elon Musk qui parle encore et qui donne son point de vue. Bon, Elon Musk. Alors, Elon Musk, je crois pas qu'on puisse dire que ce soit un gars qui ait sa langue dans la poche, quand même. Enfin, des communications. C'est un peu Iron Man, quand même, le vrai Iron Man. Et là, il a fait une conférence, alors j'ai plus le nom de Milken, chose comme ça. Milken, je crois que c'est ça. C'était Milken, alors j'ai trouvé ce matin, pour te dire. Parce que j'envoie des infos à Bob jusqu'au dernier moment. Oui, c'est ça. On peut la mettre celle-là. C'est vraiment du deadline à chaque fois. Et là, Elon Musk a dit, écoutez, moi, sur les extraterrestres, concrètement, j'ai des milliers de satellites dans le ciel. J'ai rien vu, j'ai pas d'infos. Et je pense que s'il y avait des extraterrestres, je serais au courant de par les accointances que j'ai à gauche, à droite. Et il dit justement, ça me fait dire qu'il faut encore faire plus attention à notre civilisation, et c'est d'autant plus important qu'on se déplace dans l'espace concrètement pour pas mettre tous nos œufs dans le même panier, puisque notre planète est quand même très fragile et que c'est un écosystème qui est très risqué. Enfin voilà, il faut qu'on aille sur d'autres planètes. C'est un petit peu son leitmotiv. Je te le dis franchement, je pense que le jour où Elon Musk apprend une info concrète sur les extraterrestres, il la balance. On verra. En tout cas, on arrive au terme de cette revue de presse. Je voudrais te remercier, Pascal, d'être venu sur BTLV, nous donner le pouls de l'ufologie mondiale, et notamment américaine, parce que quand même, voilà, on a la sensation qu'il se passe que des choses aux États-Unis. Bob, je veux juste redire à tes auditeurs, parce que je lis les commentaires aussi, c'est un point de vue. Voilà, il y a d'autres points de vue, et j'en suis conscient, et je suis conscient que le point de vue que je donne convient pas à tout le monde, mais c'est qu'un point de vue. Je me dis pas, je vous dis pas, chers amis spectateurs, que je sais et que j'ai la parole juste. C'est un point de vue que je donne sur l'actualité. Mais c'est tout le propre de BTLV, c'est-à-dire qu'on a plusieurs points de vue. Il y en a qui défendent mordicus l'existence des extraterrestres, d'autres qui les remettent en question, d'autres qui viennent témoigner. Donc il n'y a aucun problème. Et le micro est ouvert et la caméra est allumée. Merci Pascal d'avoir été avec nous sur BTLV. On t'embrasse bien sûr. Surtout, tu ne changes rien.